BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h pour débriefer l'actu tech. Et justement, l'actu tech, ça va être Sam Altman qui, dans une interview donnée à Business Insider, a affirmé que l'IA allait supprimer les emplois. Bon, jusque-là, pas de grande surprise. Ils sont beaucoup comme ça à nous dire que l'intelligence artificielle va supprimer les emplois. Mais là, c'est quand même Sam Altman qui le dit. Bon, il nuance un peu, il dit que ce sera graduel. On va en parler avec nos experts. On parlera aussi de jeux vidéo avec Electronic Arts qui vient de revendre la majorité de ses actions à 3 fonds pour 55 milliards de dollars. Oui, ce sont les grandes manœuvres dans le monde du jeu vidéo et justement un marché qui se cherche encore un peu. Il y a des bons résultats, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis tiens, Brinks, vous connaissez ces camions blindés. Bien, figurez-vous que Brinks, c'est aussi une plateforme on appelle ça de la cash tech, la gestion du cash avec le numérique. On découvrira tout ça ensemble dans la deuxième partie de l'émission. Allez, c'est parti, la Tech & Co, la quotidienne. On se retrouve, on est ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, et le débrief de la tech avec nos experts dont certains ont sillonné le monde, enfin sillonné l'Asie en tout cas, c'est le cas de Jean Schmitt. Bonsoir Jean. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tu étais en Asie il y a encore quelques jours et on débriefait, pour tout vous dire, vous cachez les coulisses. Jean nous expliquait un peu Singapour, le Japon, enfin tout ce qui se passe là-bas dans la deep tech, dans la robotique et évidemment dans l'intelligence artificielle. Jean Schmitt qui est président de Jolt Capital, donc qui finance beaucoup d'entreprises, notamment dans la deep tech et dans tous ces univers. Avec nous également Philippe Devos. Bonjour Philippe. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bienvenue, fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadu, ancien directeur général de l'EPITA. Et il n'est pas venu avec aujourd'hui, mais toujours avec ton livre en chinois. On va arrêter de le. Allez, moi ça me fascine. Moi, je peux le sortir. Je peux le sortir. Alors là, regarde. Philippe a écrit un livre sur l'histoire de la tech, sur les tendances, les réflexions. VF, mais ça, je pense que tu l'as lu, Jean. Voilà, de mémoire vive. Et bien sûr, il y a une traduction en chinois. Alors, on ne sait pas s'ils disent exactement la même chose, mais en tout cas, elle existe. Absolument. On verra si le gouvernement chinois se manifeste. C'est une bonne surprise. Et puis, il est à distance avec nous. On est enchanté, ravi de l'accueillir. Bruno Guglielminetti. Bonsoir, Bruno. Bonsoir de Montréal. Journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Alors, Jean me disait hors micro, Jean Schmitt, qu'ils viennent d'installer un bureau de Jolt Capital à Québec. Oui, on a installé des investisseurs à Montréal. Et on a même fait un premier investissement en semi-conducteur à Montréal, d'ailleurs significatif. Et dans quelle société ? Dans une société qui s'appelle Dolphin, qui fait des petits blocs de propriété intellectuelle pour gérer l'alimentation des puces. Et ben voilà, Bruno, ça pourrait être un de tes sujets sur mon carnet de l'actualité numérique que je vous recommande. Voilà, c'est le regard de Bruno sur le numérique depuis Montréal. Alors, on a pas mal de choses ensemble. On a le créateur de ChatGPT, donc Sam Altman, qui vient d'annoncer qui vient d'affirmer dans une interview que l'IA allait supprimer les emplois. Bon, pas de grosse surprise, mais on va essayer de voir un petit peu comment il explique tout ça, comment il nuance, comment il explique que tout cela va être graduel. Et puis, ça nous donnera l'occasion aussi de revenir sur cette autre actualité. C'est Accenture qui a annoncé qu'ils allaient supprimer 12 000 emplois à cause ils ont licencié 12 000 personnes, dépassées par l'IA en l'espace de 3 mois. Et puis donc on va en parler tout de suite avec nos invités. Mais justement, avant de démarrer, on va retrouver Anthony Morel. C'était ce matin dans la matinale. Il nous disait que c'est l'une des grandes craintes quand on parle d'IA, c'est qu'elle va peut-être un jour tous nous mettre au chômage. Bon, on verra. Et il y a quelques jours, Sam Altman nous donnait sa réponse chez Business Insider. On écoute ce qu'en dit Anthony Morel et puis on se retrouve juste après. Lui, il dit que l'IA, ça l'empêche de dormir la nuit, Sam Altman. Pas seulement sur la question de l'emploi, mais d'une manière plus générale. Il dit que ça le fait beaucoup réfléchir. Et là, il donnait une interview dans le podcast de Tucker Carlson, présentateur américain. Et dans ce podcast, il revient sur plein de sujets. C'est assez intéressant. Et entre autres, sur sa vision des conséquences de l'IA sur l'emploi. Il reprend une théorie selon laquelle, historiquement, 50% des métiers évoluent de manière significative tous les 75 ans environ. Sauf qu'il dit, avec l'intelligence artificielle, tout va beaucoup plus vite.
Donc on pourrait être sur le même type de ratio, mais sur un laps de temps qui serait beaucoup plus court. Et donc de fait, on va avoir des emplois qui vont disparaître, des métiers aussi. Alors il donne des exemples, il dit par exemple tous les métiers de la relation client, le service après-vente, ça forcément l'IA va s'en sortir beaucoup mieux que les humains, même au téléphone. Voilà, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, mais ça va s'amplifier. Il parle aussi du secteur du numérique, les programmeurs informatiques, les ingénieurs qui pourraient eux aussi être automatisés, remplacés par l'IA. Et c'est vrai que les IA codent de mieux en mieux, que ce soit Claude, les dernières versions de ChatGPT aussi. Et d'ailleurs, ça, tous les géants de la tech en ont pris acte. Mark Zuckerberg, par exemple, estime que dès cette année, l'IA peut remplacer des ingénieurs de mid-level, donc de niveau intermédiaire, ce qui est quand même pas rien. Et ça ne va cesser de s'amplifier dans les années qui viennent. En revanche, dit-il, il y a des métiers qui vont être préservés, évidemment, des secteurs d'activité, tout ce qui touche au relationnel. Alors les soignants, par exemple, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières. Et puis il y a plein de métiers manuels. OpenAI avait dressé une liste de métiers qui ne pourraient pas, selon lui, être remplacés. Ça va de plombier à mécanicien, couvreur, coiffeur, ceux qui travaillent dans les abattoirs, ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, c'est-à-dire que plus une tâche est manuelle finalement, et plus elle va être difficile à remplacer, alors que plus elle est intellectuelle et plus en réalité elle est automatisable. Philippe De Vos, tu as dirigé il y a quelques années l'EPITA. Qu'est-ce que tu dirais si tu étais toujours à la tête de cette école aujourd'hui à tes étudiants? Est-ce que tu leur dirais, les gars, il va falloir se battre encore plus? Qu'est-ce que tu... Non, moi, Pourquoi tu insisterais? Je leur dirais et je leur redirais ce que je leur disais, à savoir qu'ils sont au bon endroit, parce que autant l'IA va très probablement déplacer la manière de produire du code simple. Le vibe coding est probablement un miroir et sans doute un piège pour un certain nombre de profils. En revanche, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est que les déplacements de recrutement qui ont lieu dans des secteurs où l'IA intervient concernent essentiellement les juniors, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'expérience, que les programmeurs expérimentés arrivent à s'en sortir et sont nécessaires pour encadrer, contrôler, déployer, orchestrer des agents, et que sans une formation solide en computer science, il va être très difficile de faire son trou de manière durable. Et donc, compte tenu de l'exigence et de la difficulté de ce qui est enseigné dans cette école et du niveau auquel ils arrivent quand ils ont leur diplôme, moi je leur ai toujours dit que je n'étais pas inquiet pour eux tant qu'ils continuaient à faire ce qui est absolument indispensable dans ce genre de domaine, c'est-à-dire, je vais dire un gros mot, travailler. Oui. Oui, faire les efforts et passer à cette couche supérieure. Jean, quel est ton regard justement sur ce que dit Sam Altman? Alors, c'est toujours un plaisir de commenter ce que dit Sam Altman parce qu'il a toujours une raison pour dire des choses. Sa raison, c'est lever de l'argent. Parce que Sam Altman, c'est un grand consommateur de cash devant l'éternel. Il consomme 500 millions par mois. Donc, c'est lui, il n'est pas du tout dans le retail. Il est dans grossiste en brûlage d'argent. Donc, quand on en est là, il faut qu'on fasse tout le temps de la com. Donc, l'intelligence artificielle générale est au coin de la porte, les humains, c'est fini, ça ne sert plus à rien. Bon, là, visiblement, je trouve assez appréciable le fait qu'il explique que les travaux manuels vont être réservés à des humains, je trouve ça assez sympa. Et puis aussi les travaux intellectuels, parce que si on lit ce qu'il a écrit, il dit aussi, attention, les travaux qui demandent de l'invention vont être réservés aux humains. Donc je le remercie beaucoup d'enfin expliquer que l'IA, c'est effectivement fantastique, mais ça n'invente rien du tout, et que donc c'est très utile, ça va faire disparaître des jobs auxquels on a donné des noms assez péjoratifs souvent, les bullshit jobs ou les jobs pénibles, etc., où vous êtes en train de recopier des tableurs d'un tableur à l'autre. Bon, ça c'est quand même sympa que l'IA remplace ces jobs-là, qui sont quand même pas très valorisants, et qu'on retrouve des jobs plus inventifs pour les gens. Donc je trouve que Sam Altman, il en fait toujours des tonnes. Il a un autre truc à boucher comme trou, c'est que ChatGPT, pour développer, c'est quand même pas top. Parce que ses compétiteurs font quand même beaucoup mieux que lui. Cursor, c'est super bien. Et donc, ChatGPT à côté, ça sert à rien du tout. Claude, c'est quand même beaucoup mieux. Et tous les deux sont beaucoup mieux intégrés dans les environnements de développement. Donc ChatGPT,
doit dire d'un côté, Sam Altman, il doit dire je ne suis pas complètement paumé, je suis dans la course, ça va supprimer 40% des emplois, c'est moi quand même, donc donnez-moi beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de ça derrière son discours. Il plaide aussi pour des garde-fous, des régulations très ciblées, tout ça. Voilà, parce qu'il est tellement dangereux. Ouais. C'est fascinant. Il est tellement dangereux qu'il appelle à sa propre régulation parce que son truc est tellement puissant. Il va finir par recruter Thierry Breton. Il manque pas d'humour parce que en fait son truc est pas dangereux du tout, mais il peut être mal utilisé comme tout, mais à la fin du compte, c'est super bien, mais c'est pas aussi horrible que ce qu'il dit et pas aussi puissant que ce qu'il dit. Donc, je pense qu'il y a de l'intox derrière tout ce qu'il fait parce qu'il doit lever des sommes colossales. Ce que tu disais sur la formation, en revanche, ça c'est autre chose. Nous, il faut pas qu'on se fasse avoir par cet intox. Nous, il faut qu'on forme des gens qui sont forts en maths, forts en physique, qui sont des experts dans les domaines, parce que sinon, on va devenir des imbéciles qui utilisons l'IA, pas très maligne par ailleurs, et on sera juste des pauvres consommateurs. Tu nous disais hors micro, là, tout à l'heure, juste avant l'émission, dans la deep tech, on a autant de sociétés que les Américains, enfin autant de créations de sociétés, et on a autant de sociétés qui ont posé des brevets que les Américains. Donc alors, ça, c'est un chiffre qui me fait plaisir et qui est parfaitement exact, je ne l'ai pas inventé, c'est un calcul assez clair qu'on peut partager. Il y a 11 000 sociétés européennes de deep tech entre 50 et 500 salariés et de grande qualité. Et il y a 5 700 sociétés de deep tech entre 50 et 5 500 salariés qui ont un brevet au moins. Et aux États-Unis, les chiffres respectifs, c'est 10 000 et 5 000. Donc il y a moins de sociétés de deep tech aux États-Unis, il y a moins de brevets par société aux États-Unis qu'en Europe. Et simplement, on n'a pas confiance en nous. Alors qu'on est hyper bon. Voilà, donc arrêtons de nous flageller. Intéressant de regarder, enfin si je peux me permettre de rebondir. Oui, puis on va donner la parole à Bruno, mais vas-y rapidement. Intéressant de regarder ce qui se passe en Chine sur le même sujet. Deuxième petite remarque, je ne sais pas si tu as essayé Codex de ChatGPT, mais je pense que c'est pas... Ils sont dans une course et très régulièrement ils se rattrapent. Et ma troisième remarque, c'était que Altman a bien précisé que c'était 40% des tâches qui sont automatisées. Mais pas les métiers entièrement. Et dans les tâches, il y a un truc que nous aimons beaucoup dans nos grandes entreprises européennes et notamment françaises, qui sont les process. Oui. Je pense qu'il y a un certain nombre de process qui ne feront pas de mal à être automatisés et qui vont libérer la créativité et l'imagination de gens qui ne sont pas payés pour penser. Alors, Bruno Guglielminetti, quel est ton regard depuis Québec, cette approche nuancée, graduelle de Sam Altman, son hétérogénéité selon les métiers et les secteurs, il faut un cadre éthique, social, juridique, voilà tout ce qu'il dit dans son interview. Oui, puis à quelque part, ce qu'il dit dans cette entrevue-là, c'est un peu comme la suite logique de ce qu'on a vu par le passé. Quand l'informatique est arrivée, il y a eu des métiers qui sont disparus, il y en a d'autres qui sont apparus. Même chose quand même l'Internet est arrivé, il y a carrément des business, des façons de faire qui sont disparues, qui ont été remplacées par autre chose. Et l'IA va avoir sa part de renouvellement de l'emploi. C'est que naturel. Puis maintenant, puis c'est important, puis je pense que c'est Jean qui a nuancé, ou c'est Philippe, en disant que dans bon nombre de ces emplois-là, puis Sam Altman le dit aussi dans l'entrevue, l'IA va être là pour compléter, pour assister l'humain, pas nécessairement pour le remplacer. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la chose, mais chose certaine, c'est sûr que dans certains cas, pour certaines entreprises, si on prépare mal le développement ou la transformation numérique, comme on l'appelle, bien évidemment, il va y avoir des victimes au niveau de l'emploi, mais pour la grande partie, on est juste en train de voir l'évolution des emplois qui sont en train de changer comme ils l'ont fait depuis que l'homme travaille. Après, Bruno, ce qui change un peu, et tu connais ça, enfin on connaît tout ça parce qu'on vit dans cet univers de l'informatique depuis pas mal d'années, c'est l'histoire de la rapidité quand même. Ça va un peu plus vite quand même avec cette IA. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est probablement ce qui crée, j'allais dire, l'onde de choc parce qu'on était habitué à voir des changements, mais là, on parle de, ça fait 3 ans que ChatGPT est arrivé dans le décor. Évidemment, les gens qui s'intéressent à l'IA savent que c'est là depuis plus longtemps, mais là, tout le monde arrive en même temps en voulant offrir des solutions, puis de l'autre côté, tu as les gens du RH qui se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Mais, et Philippe et Jean l'ont mentionné, puis je voulais juste rajouter à leur discours, la formation demeure quand même essentielle, parce que si on veut encadrer, on peut bien voir que ces IA-là vont faire beaucoup de travail à la place des humains ou les assister, mais si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas la pensée critique,
le résultat va être affreux. Alors, ça prend des gens qui ont la connaissance, ça prend des gens qui sont capables d'évaluer le travail des psychiatres dans tous les domaines pour arriver à être capable d'en bénéficier. Et c'est peut-être ce dont s'est rendu compte Accenture, puisqu'on a appris ça aussi là, c'est qu'Accenture aurait donc licencié près de 12 000 personnes dépassées par l'IA en l'espace de 3 mois. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Jean. Oui, il y a 800 000 salariés chez Accenture, donc 12 000, c'est un petit peu l'épaisseur du trait, mais le signal est quand même là. Le signal est là, c'est-à-dire que l'IA permet de faire des choses assez fantastiques, en particulier pour faire des résumés ou pour faire du codage. Donc dans des textes, dans des rapports qu'il faut rendre, c'est vrai que on prend le cas de Jolt Capital, on a licencié personne, nous, mais on n'a jamais recruté de junior. Parce qu'en fait, notre outil d'IA, il existe depuis 2016. Et aujourd'hui, si je dis je veux un mémo sur telle société, mon système va automatiquement aller chercher dans des centaines de millions de documents qu'on a stockés par ailleurs ce qui est relevant, créer un excellent prompt qui va proposer à Claude ou à un autre et qui va me sortir un superbe résumé. Un junior n'aurait pas pu synthétiser autant de documents en si peu de temps. Donc, je n'ai pas besoin de junior du tout. Et on me dit souvent, mais c'est terrible, comment allons-nous former des seniors si on n'embauche pas des juniors? Mais je sais très bien comment on va faire. Ils vont aller bosser dans des usines comme des grands, ils vont apprendre à designer des puces et à faire en sorte qu'on fasse des trucs utiles. Et quand ils auront appris à faire quelque chose de leurs 10 doigts, ils viendront faire de l'investissement. Et je ne comprends pas cette obsession de vouloir avoir des juniors pour fabriquer des seniors. Chez Accenture, je pense que c'est la même chose. Ils vont libérer des gens qui vont aller faire des choses utiles autre part. Tu rejoins un peu, moi j'ai une remarque là-dessus sur les écoles de commerce où on n'apprend plus aux jeunes à être commerciaux. Quand ils sortent de là, ils veulent tous aller dans des fonds d'investissement, ils veulent tous aller faire, ce qui est tout à fait honorable, mais voilà, moi, fut une époque où en sortant d'une école, ou même en stage école de commerce, on allait sur le terrain et on tâchait de vendre, c'était un peu la base, puis ensuite on voyait vers quelle carrière on s'orientait. T'es pas ingénieur? Si. Mais j'ai un petit bout d'école de commerce sur le troisième cycle. Philippe. Mais, alors, moi, j'ai creusé cette info avec beaucoup d'intérêt parce que je me demande si elle n'a pas été un peu montée en épingle, en mode Accenture, c'est vraiment des grands méchants. Comme Jean le rappelait très bien, le départ, les 12 000 départs, ils sont un peu moins de 12 000 d'ailleurs. C'est en 3 mois et c'est moins d'1,5% des effectifs totaux. Mais surtout, il faut les rapprocher dans les annonces qui ont été faites de ce qu'Accenture affirmait quand il disait qu'ils avaient entraîné, préparé, formé aux bases de l'IA générative plus de 550 000 salariés. Et donc on n'est pas dans les mêmes... ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours pour rester sur les chiffres, c'est que Accenture, certes, a diminué un petit peu ses effectifs localement, mais prévoit sur l'année prochaine d'augmenter, de recruter plus, en passant de 40 000 à 77 000, si j'ai bien lu, professionnels dans le domaine. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est le signal d'une volonté de transformation prise à bras-le-corps et dans laquelle on applique un truc qui manque parfois dans certains environnements privés comme publics, qui s'appelle le courage. Et dans ces cas-là, tout le monde sait qu'il vaut mieux aller vite plutôt que de laisser croupir des gens en leur laissant espérer qu'ils seront peut-être encore là l'année prochaine, mais qu'on n'est pas sûr. Ça, c'est une autre chose. C'est plus anglo-saxon comme démarche. Mais je pense que passer le choc, c'est plus efficace. Et encore une fois, quand on ramène ça à la taille de ce mastodonte qu'est Accenture, qui en plus continue d'avoir une croissance de son carnet de commandes sur des projets liés à l'IA, c'est juste une réponse à la demande du marché. Et concrètement, c'est aussi c'est de la com, finalement, c'est un peu de com. C'est de dire à ses collaborateurs, écoutez, mettez-vous à l'IA parce que sinon, regardez, il y en a 12 000 qui sont partis. Et puis de dire aux clients, voyez, même nous, Accenture, on connaît tout à fait ce qui se passe sur le marché. Donc, on vous dit que si vous n'allez pas vers l'IA, vous allez souffrir. Et d'ailleurs, on est là pour vous aider pour vous accompagner à aller vers l'IA. Complètement. Ça aussi, certainement. Il y a 300 000 salariés en Inde de la société et c'est là que les licenciements semblent être les plus concentrés. Oui. Parce que c'était des développeurs pour des choses assez bas de gamme qui étaient là-bas pour des interfaces homme-machine, pour des choses que finalement on automatise bien. Donc, je pense qu'il y a une rationalisation qui débute dans le métier. Et sur le codage, c'est évident. Aujourd'hui, un développeur gagne 40% de productivité avec de l'IA, c'est absolument clair, quand il sait ce qu'il fait. Il faut savoir poser les bonnes questions. Tout le problème est là. Bruno, qu'est-ce que t'inspire là, cette annonce d'Accenture ?
Ben, toute proportion gardée, moi, ça me fait penser aux coupures qui ont été faites depuis 1 an dans le domaine de la tech, où les entreprises ont voulu se positionner par rapport, bon, évidemment, pour faire plaisir à leurs investisseurs, mais aussi pour envoyer un message sur leur sérieux des activités. Accenture confirme, d'une part, au même moment où il confirme ces personnes qui vont quitter l'entreprise, il confirme aussi tout le cahier de commandes dans le domaine de l'IA, c'est pas rien. Alors, je pense que c'est malheureusement, c'est un geste de ressources humaines, mais c'est aussi une opération de communication et je pense que ça va servir parce que, un peu comme tu le disais, Frédéric, ils sont en train d'envoyer un message à leurs clients et futurs clients. Hein. Nous, on prend le virage et on y va de façon très sérieuse. Bruno, garde la parole parce que justement, on va passer à l'autre sujet. C'est Siri qui prépare sa révolution. Alors, voilà, chaque semaine, chaque mois, on attend une révolution de Siri. Et alors, là, on a appris, alors toujours, c'est ce fouineur de Mark Gurman qui est ce consultant, cet expert un peu journaliste qui va vraiment fouiner partout. Et donc, on a appris que les employés d'Apple auraient reçu l'accès à un chatbot interne qui s'appellerait Veritas, avec un modèle de langage qui s'appellerait Linwood, et qui serait en train de tester un peu un assistant conversationnel. C'est ça, hein, Bruno? Oui, et ce qui est intéressant, il y a comme deux chapelles du côté de Apple. Il y a ceux qui sont les militants pour que tout soit fait à l'interne, et c'est ce dont tu viens tout juste de parler. Et puis il y a l'autre camp qui dit non, il faut absolument aller à l'extérieur pour aller chercher dans les grands joueurs du savoir-faire qui va venir bonifier le Siri qu'on promet depuis un bon moment. Et chose certaine, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'ils avancent à l'interne avec leur Siri, mais chose certaine, puis ça vient confirmer ce que moi j'avançais depuis quelques mois, si ça sort, et je dis bien si ça sort, ça va se faire au printemps prochain. Et à l'heure actuelle, les discussions qui se passent avec les gens de Anthropic, qui sont derrière Claude, les gens d'OpenAI qui sont derrière ChatGPT, ou les gens de Gemini, qui sont Google, qui est déjà un fournisseur de services chez Apple, il y a des discussions qui se font de ce côté-là. Et là, c'est de savoir lequel sera finalement retenu pour venir pousser le savoir-faire du Siri nouvelle génération. Mais chose certaine, Apple ne peut pas rester à rien faire et qu'à négocier et à compter sur un fournisseur. Ils se doivent de développer à l'interne un savoir-faire qui va peut-être les mener à un moment donné vers quelque chose qui va être autonome. Mais entre-temps, il faut qu'ils regardent aussi à avoir de l'aide de l'extérieur. Et c'est exactement ce qui est en train de sortir. Oui, et puis il y a cette grande bataille. C'était John Andra qui, lui, voulait... il disait, mais les chatbots tels qu'on les connaît, ça n'a aucun avenir, ni chez Apple, ni ailleurs. Et il faut aller chercher ailleurs. Je me suis... Alors, juste pour l'anecdote, je me suis amusé à faire un dialogue parce qu'il y a quelques jours, Robbie Walker, qui était le patron de Siri, a quitté Apple. Et j'ai demandé à ChatGPT de me raconter qu'est-ce qui s'était dit entre Tim Cook et Robbie Walker. Alors, je lui ai demandé de façon courtoise, de façon un peu plus rude, de façon off. Et à chaque fois est revenu le fait que... Alors, c'est ChatGPT qui est parti chercher des informations, que Robbie Walker, dans cette conversation imaginée, disait à Tim Cook, écoute, on est trop bloqué par trop de choses, on veut tout développer nous-mêmes, ça ne marche pas, c'est pour ça que je veux partir. Donc, ça rejoint ce que dit Bruno. Pourtant, quand on regarde le système qu'Apple est en train de faire, il y a des fortes suspicions sur le fait que ça soit basé sur Gemini. Oui. Déjà, Gemini de Google, Gemini, parce que le Apple Foundation Model qui est développé, il est développé au-dessus de Gemini. Donc, ils sont déjà en train de prendre à l'extérieur. Moi, je trouve ça horriblement décevant et je pense qu'Apple, je ne sais pas combien de fois Apple va pouvoir se permettre de nous décevoir. Apple Intelligence, déjà, on en parlait il y a quelque temps, on était un peu circonspect en disant juste ça, un émoticône et 2-3 trucs à côté. Pour effacer les photos. C'est un peu ridicule quand même, et on a l'impression d'une petite app. Où elle est cette intelligence? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et en fait, je pense qu'il y a une analyse toute simple. Ils ont raté le démarrage et ils ont raté les embauches du démarrage. Et en fait, les équipes d'Apple sont trop petites en IA. Ils n'ont juste pas réussi à embaucher les 200 super gars qu'il faut pour développer ce qu'il faut. Et je pense qu'ils ne rattraperont pas. J'ajouterais deux points. Le premier, c'est qu'ils ont ce tel culte de la perfection, en tout cas sur le plan matériel, que l'idée de mettre des applis dans la nature et tester, parce que certaines personnes se sont dit, mais après tout, pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas Veritas
en libre accès pour récupérer énormément de cas d'usage. Un peu comme ChatGPT est arrivé Exactement. au début, qui était très parce que beaucoup d'hallucinations. Enfin, ça a été quand même, ça, on l'oublie parfois, mais le premier coup de maître d'Altman, ça a été cette espèce de folie de mettre ChatGPT devant tout le monde, de prendre le risque que ça lui coûte des bras et des bras. Manifestement, c'est un mille pattes, donc très bien. Mais voilà, d'avoir cette itération, cet apprentissage de la conversation. Ça, Apple se refuse à le faire parce que pour des raisons voilà, c'est leur philosophie du matériel qui les limite dans le logiciel. La deuxième chose, et moi j'observe depuis un petit moment, c'est que pour faire ce qu'ils devraient faire, et pour atteindre le degré de perfection auquel s'attendent des utilisateurs qui payent ce prix-là pour ces appareils-là, il faudrait qu'ils aient une intégration beaucoup plus propre entre des fondations de base qu'ils n'ont pas. Si vous faites le test un peu poussé, alors j'avoue, je suis un peu geek, donc j'ai un peu creusé, mais le comportement sur la gestion des contacts n'est pas le même entre un iPhone, un Mac et iCloud. C'est pareil pour l'agenda. Ça fait des mois que je n'arrive pas à remonter dans le passé et j'ai fini par m'apercevoir que c'était un problème de synchro. Ça ne devrait pas être... grâce à Perplexity d'ailleurs. Mais ça ne devrait pas être... Et donc, tant qu'ils n'arriveront pas à... Et je pense qu'ils sont aujourd'hui... et les équipes d'IA doivent se brancher sur tellement de trucs hétérogènes pour arriver à extraire du contexte que la valeur, au fond, c'est le contexte. Mais pour ça, il faut l'extraire de manière propre. Et je pense que leur système entre le cloud et les différents appareils ne le permet pas encore de manière simple. Et tu ne crois pas qu'ils investissent un peu trop? Je sais qu'on a déjà eu cette discussion autour de tout ce qui est matériel. Enfin, ils sont à fond sur les puces. Ils veulent sortir Qualcomm, ils avaient sorti Intel et tout ça. Ils sont tellement dans d'autres développements que la partie, ils n'ont plus assez de ressources pour travailler sur la partie... je ne vais pas commencer à les plaindre. Je pense que quand on a ce niveau de capitalisation boursière qu'on pourrait racheter à peu près n'importe quelle boîte en un claquement de doigts sans s'endetter, on ne devrait pas avoir de problème de ressources, ils ont un problème d'organisation. Le fonctionnement en silo et cette culture héritée de Steve Jobs, mais qui lui veillait à l'intégration, les ralentit. Je pense que c'est un problème d'organisation. Très rapidement, Jean, puis après on prend Bruno pour la conclusion. Il y a juste un mot qui me vient à l'esprit, et ça me rend triste de le dire, c'est Nokia. Nokia a tellement aimé d'amour son operating system qu'il en est mort, à ne pas se renouveler et à regarder son hardware, sa supply chain, à baisser les prix, à écraser ses sous-traitants, etc. J'aimerais bien que ça n'arrive pas à Apple. C'est une boîte qui est fantastique, ce serait dommage. Mais quand même, ça en prend le chemin. Bruno, le mot de la fin sur ce sujet? Je veux juste revenir sur quelque chose qui avait été dit. On comparait à la démarche de OpenAI. Le problème avec Apple, c'est que si on met quelque chose de disponible, même en version bêta, écrit gros comme ça, les gens vont s'attendre à quelque chose de formidable et ils vont être déçus. Le problème que OpenAI n'avait pas, parce que OpenAI n'était pas encore sur le radar de grand monde. Eh bien, merci à tous les trois. Allez, on marque une très courte pause. On se retrouve juste après. On a beaucoup de choses dont il faut parler. C'est la révolution dans les jeux vidéo. On va parler, Meta qui est en train de travailler sur un Metabot. Alors, n'imaginez pas un robot humanoïde, quoique il vise ça un peu, mais c'est plutôt la partie logicielle. Donc, on va retrouver nos experts. On en parle tout de suite. Allez, après cette courte pause, c'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la Tech & Co, la quotidienne, avec nos experts Philippe Devos, fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo et ancien directeur général de l'EPITA, Jean Schmitt, président de Jol Capital, et à distance, Bruno Guglielminetti, qui nous fait l'amitié d'être avec nous, journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique, qu'évidemment, nous vous recommandons. On a parlé d'Apple, on a parlé de Sam Altman qui voit l'IA remplacer plein de gens. Tout ça, vous pouvez le retrouver, bien entendu, podcast. N'oubliez pas sur notre site et tous les replays. On va parler jeux vidéo avec ce rachat record qui est en train de se préparer, qui a été annoncé autour d'Electronic Arts. C'est l'un des plus grands éditeurs au monde. Derrière, on connaît les jeux FIFA, les Sims, Battlefield, dont on attend d'ailleurs la version 6. Il va être acheté pour près de 55 milliards de dollars. On écoute ce que nous en dit Léa Benaïm et on se retrouve juste après.
C'est l'un des plus gros rachats avec effet de levier de tous les temps. Electronic Arts va sortir de la bourse. L'intégralité de ses actions va être rachetée par 3 investisseurs. Le fonds américain Silver Lake, le fonds souverain saoudien déjà actionnaire de Nintendo et enfin Affinity Partners, l'entreprise pilotée par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Un rachat qui intervient dans un contexte difficile pour Electronic Arts comme pour tout le secteur du jeu vidéo. L'éditeur a traversé un trou d'air ces derniers mois, marqué par plusieurs vagues de licenciements, la fermeture d'un studio et l'annulation de son jeu Titanfall. Mais l'entreprise compte sur la sortie de Battlefield 6 pour en sortir. Le dernier épisode de son blockbuster est prévu pour la semaine prochaine et les précommandes laissent présager un énorme succès. Electronic Arts doit se battre sur un marché très concurrentiel dominé par des géants. Son grand rival Activision Blizzard avait été racheté en 2023 par Microsoft pour 75 milliards de dollars. Alors Bruno, je sais qu'on a toujours du mal lorsque tu es en plateau chez nous à t'arracher à ta console de jeux vidéo. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu penses un peu de ce rachat. C'est vrai qu'on a vu il y a 2023, Léa Benaïm nous le disait à l'instant, ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 75 milliards de dollars. Là, on voit un rachat alors, un peu différent, un LBO pour 55 milliards. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ce monde des jeux vidéo ? On a pourtant l'impression que oui, il y a des trous d'air de temps en temps, mais que ça se porte plutôt bien. Ouais, j'aime bien l'image de trou d'air parce qu'effectivement, c'est ça qui est arrivé avec cet éditeur de jeux. Mais depuis Activision, ça avait été quand même calme au niveau de l'acquisition, en tout cas avec de telles sommes. Et cette nouvelle-là qui est sortie est plutôt surprenante parce qu'on se disait, ça va mal du côté d'Electronic Arts, mais quand même, ils vont aller chercher de l'argent supplémentaire puis ils vont être capables de passer à autre chose. Mais là, de voir que carrément, on retire les baies puis on va chercher du nouveau capital. Ça, c'est surprenant. Mais de l'autre côté, quand on parle aux gens de l'industrie du jeu, que ce soit les grands studios là, qui font des titres AAA, comme Electronic Arts fait, ou des plus petits joueurs, on sait qu'il y a un moment qui est difficile. Après ce qu'ils ont vécu, le bonanza qu'ils ont vécu pendant la pandémie, bien évidemment, ils ont eu de la difficulté à se réajuster. Et encore aujourd'hui, moi, quand je parle avec des gens de l'industrie du jeu à Montréal, où on est une plaque tournante là, en Amérique du Nord avec des gens d'Ubisoft notamment, mais d'autres studios, tout le monde dit que les plaques tectoniques sont encore en mouvement. Et là, cette annonce-là d'une transaction à venir, ça ne va pas rassurer grand monde. Là. Mmh. Mais est-ce que tu penses qu'on est arrivé à un seuil de joueurs ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on a ces jeux AAA, ces gros blockbusters, on a les jeux sur mobile, on a toute façon plein d'autres façons de faire du jeu vidéo. Et puis, moi, je trouve qu'il y a eu un changement aussi avec l'arrivée de toutes ces Netflix, Amazon, parce qu'on avait des joueurs passionnés, ils vont continuer à jouer, mais des joueurs un peu moins passionnés, finalement, ils passaient un peu de temps sur les jeux et maintenant, le temps qu'ils ne passent pas sur les jeux, ils le passent sur les plateformes. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi ce petit changement culturel ? Tu as raison. Hein? D'une part, évidemment, il y a cette génération de gens qui ont commencé à jouer avec les consoles qui n'étaient pas de la qualité qu'on connaît aujourd'hui, qui ont environ notre âge, mais le marché du jeu a changé. Il s'est déplacé. Quand on regarde aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup plus de joueurs de jeux mobiles qui utilisent des téléphones intelligents pour s'amuser, mais qu'on met dans la catégorie des joueurs que de gens qui sont sur les consoles, puis aussi pourraient essayer d'aller à chercher une nouvelle clientèle ou en tout cas retrouver des anciens joueurs. Il y a tous ces services maintenant qui permettent, à partir d'un ordinateur de se brancher sur un compte et de jouer grâce à l'info nuagique à des grands titres. Mais c'est sûr que ce qu'on a connu il y a 10 ans comme portrait avec des joueurs qui étaient fidèles aux étiquettes, c'est plus nécessairement le cas. Et donc, eux doivent se chercher partout. Et c'est pour ça qu'on voit quand même... je pense que le signe de ce mouvement-là de joueurs, ça a été quand Nintendo a décidé d'adapter de ses titres sur le marché des téléphones intelligents, des téléphones mobiles. Je pense que ça a envoyé le message en disant écoutez, on est en train de perdre dans le marché traditionnel des joueurs assis dans leur salon devant la télé, parce que justement, comme tu le disais, maintenant, ils font autre chose de leur temps. Là, il faut aller les chercher ailleurs et on va aller les chercher dans leur bourse, dans leur poche, dans leur veston, quand ils sont en train d'attendre ou quand ils veulent passer du temps.
Risque accru là, dans l'industrie du jeu, là, pour ceux qui veulent investir dans ce domaine? Oui, je pense que là c'est dangereux. Enfin, à ce genre de valorisation-là, c'est dangereux. Enfin, la société fait 7,5 milliards de chiffre d'affaires, fait 1 milliard de profit. Donc là, on la paye 55 ans de profit. Il faut être confiant dans l'avenir. Parce que c'est un 55 ans, je pense qu'il y aura 2-3 trucs qui seront passés. Donc, je pense que c'est un achat très intéressant. Il faut voir les personnalités qui achètent. C'est le PIF qui est le fonds souverain d'Arabie Saoudite. C'est Kushner et c'est Silver Lake. Qui fait parler de lui en ce moment parce qu'ils sont actionnaires aussi de TikTok. Ils sont dans la partie de TikTok US. Et comment tout ça va s'articuler? Pourquoi est-ce qu'ils rachètent ça? Alors, le PIF, on a compris, ils veulent installer plein de choses chez eux, ils veulent qu'il y ait du transfert de technologie. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Silver Lake, quel profit ils vont chercher là-dedans? Comment ils vont faire un multiple sur l'argent investi? Donc ils ont fait un leverage, donc ils ont pris beaucoup de dettes. Ce qui veut quand même dire que la société ne pourra pas investir parce qu'il va falloir qu'elle rembourse la dette tout de même. Donc ils ont 1 milliard par an pour rembourser la dette. Ça fait longtemps, ça fait un bon bout de temps pendant lequel ils ne pourront plus investir. Ils ont quand même réfléchi à ça. On va espérer pour eux. Moi je ne vois pas le plan, mais il est sûrement génial. Philippe? Je me suis posé un peu le même type de question. En général, quand on retire une entreprise de la cote, si ça avait été le cas avec Dell de mémoire, qui a été remis ensuite en bourse, mais quand on tire une entreprise de la cote, c'est pour rendre les transformations qu'on va faire dedans invisibles. Ou en tout cas nettement moins visibles de la part des analystes, puisque quand on est coté, notamment aux États-Unis et encore pour l'instant, on doit tous les trimestres donner au marché une foultitude de chiffres qui indiquent de manière assez fine ce qu'on est en train de faire. Donc il y a peut-être une opération de retournement profonde. Bon. Mais au niveau de valorisation que tu évoques, effectivement, c'est assez difficile de voir ce qui va se passer. Et comme moi, j'ai réagi dans l'annonce au fait que c'était la plus grosse acquisition, le plus gros LBO. Et j'ai regardé ce que c'était que le précédent. Et le précédent LBO, c'était TXU. C'était premier opérateur de centrale électrique au charbon du Texas. C'était en 2007, 32 milliards de dollars. Et l'entreprise a fait faillite 7 ans après. Donc on ne leur souhaite pas la même trajectoire, mais voilà, il faut savoir que de temps en temps, dans des LBO, il y a du risque énorme. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que Electronic Arts, ils sont très dépendants de ce que j'ai compris d'une de leurs principales franchises, qui est FIFA, qui représente à peu près 70%, si j'ai bien lu, de leur marge. Comment est-ce que est-ce que les Saoudiens ont des ambitions dans le foot? Certainement. Je crois qu'ils sont organisateurs. Oui, c'est peut-être. Donc il y a peut-être il y a cette question. Voilà, je dépends d'un produit très mature. Je dois me réinventer. Mais avec des valorisations qui sont dingues. La prochaine Coupe du Monde, c'est aux États-Unis. Enfin, ça va se jouer aux États-Unis, Canada. Donc il y a peut-être aussi aller chercher ça. C'est ça, Bruno? Oui, tout à fait. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle et des entreprises qui investissent là-dedans. Encore récemment, je pense que c'est la semaine dernière, je voyais un test qui avait été fait qui disait qu'un jeu AAA qui coûterait quelque chose comme 3 millions à développer, aujourd'hui, avec 60 000 $, on pourrait arriver à faire quelque chose qui ressemble à ça. J'ai encore des doutes, mais c'est sûr qu'eux, dans le virage de l'intelligence artificielle, ils vont investir énormément. Investir. Ils vont l'utiliser au maximum, justement pour couper dans les frais et travailler sur leur grand titre, leur grande série pour s'assurer que on peaufine, on améliore, mais que ça ne coûte pas des millions comme ça coûte d'habitude. Ça c'est un argument qui peut être juste, parce que c'est vrai qu'ici même, François Sorel en parle régulièrement. Autour du cinéma, on voit les avancées considérables de l'IA. Quand on pense en quelques mois, des moteurs comme VO3 de Gemini, puis d'autres ont avancé. On peut se dire, oui, dans le jeu vidéo, il peut peut-être y avoir cet élément de réduction de coûts. Et... Il y aura à coup sûr de la réduction de coûts. Il y a un produit particulier qui a été lancé il y a peu de temps et qui peut-être est très valorisé dans la valeur de la société. C'est un produit qui consiste à créer ses propres joueurs, un peu comme Sorare, et à avoir une espèce de bourse aux joueurs. Ouais. Donc peut-être que le PIF et Silver Lake se sont dit, ça y est, on va créer des joueurs virtuels et on va créer des stars, des joueurs qui gagnent des grands championnats et qui donc vont faire des transferts virtuels pour des millions. Je trouve ça personnellement abominable et absolument épuisant quand on est dans la planète brûle, hein, donc peut-être qu'on a mieux à faire que de faire des joueurs virtuels qu'on échange pour des millions avec de la blockchain, mais en dehors de ça, peut-être que ça recèle de beaucoup de valeur.
Oui, on verra ça. Puis on attend avec impatience. Ce que disait Léa Benaïm dans son papier, c'est la sortie de Battlefield 6 sur lequel il y a beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, les précommandes sont plutôt pas mal. Je crois que ça sort dans quelques jours. Meta, qui en dit plus sur le Metabot, son futur robot humanoïde. Alors, je vais un peu vite en disant futur robot humanoïde parce qu'en fait, c'est pas vraiment un robot tel qu'on s'en l'imagine. C'est pas un Optimus version Meta. C'est plutôt du logiciel. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg et ses développeurs de Reality Labs, qui fait tout le développement de réalité mixte, à la fois réalité augmentée, réalité virtuelle, eh bien, ils espèrent être un peu l'OS de ces robots humanoïdes. C'est ce qu'on regarde, Philippe. Ouais. Tu as regardé ça Moi, j'ai regardé ça parce qu'on en avait parlé la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, sur ce plateau, quand on parlait des lunettes. Meta, il fait partie de ces très grandes sociétés qui ont cette obsession du hardware qu'ils ne font pas, mais qui s'y intéressent de très près. Ils se sont intéressés aux lunettes, ils font des casques, ils sont rentrés dans le dur. Là, ils annoncent qu'ils ne veulent pas toucher... Ils se regrettent d'avoir raté le smartphone. Voilà, absolument. Ça, c'est leur... ils se retournent encore dans leur tombe. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré les critiques que fait Meta, notamment à Tesla, en disant Tesla accumule des données, mais c'est uniquement à travers des caméras. Là, quand il s'agit de faire un OS pour les robots, il y a quand même toute une couche de perception qui va mobiliser des capteurs et qui va mobiliser de l'intégration de données qu'ils n'ont absolument pas, puisque même si les lunettes renvoient des images du monde, elles ne procurent pas encore le toucher. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que c'est peut-être, d'une certaine manière, le retour de Yann Lequin, parce que pour faire un OS de robotique, encore faut-il avoir ce que Yann appelle très souvent dans ses interventions des world models, donc des représentations du monde, et non plus uniquement une capacité à générer du texte à partir de texte en utilisant des probabilités. Là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est tout le sujet. Troisième remarque, parce qu'on l'a vu notamment dans une entreprise dans laquelle a investi C4, qui est Neura, les Allemands, qui travaillent sur cette notion de bibliothèque de skills. Mm-hmm. Et là, en fait, on revient à Matrix. C'est le jour où tu peux télécharger un programme de Pavlova et te mettre subitement à réussir une Pavlova avec ton robot. Peut-être que le programme de la recette de la Pavlova robotique aura une valeur sur un App Store. Maintenant, dernière remarque, Meta est quand même une boîte, et Facebook au départ, qui s'est construite sur l'interaction entre les humains et la publicité. Si mon robot devient un support publicitaire avec un écran dans le dos, je ne sais pas très bien où on va. Donc on va suivre ça. Jean ? Je trouve que ton point sur Yann LeCun est excellent parce que Zuckerberg ne nous a pas habitués, est un visionnaire très, très subtil parce qu'il s'est lancé dans... Facebook, ça a plutôt marché, mais j'aime pas trop parce que ça me pourrit la vie. Mais si on regarde ce qu'il a fait... rachats après, il a racheté Instagram, il a racheté WhatsApp. Et le nom de Meta, c'était pitoyable quand même, on s'est quand même bien marré. Maintenant, si on va sur ça, là on voit un Yann LeCun qui devient tout d'un coup bien plus présent. En fait, le paradoxe de Moravec, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui est un paradoxe énoncé au XXe siècle, qui consiste à dire comment est-il possible que l'IA démontre des conjectures mathématiques indémontrées jusqu'à présent, et en revanche, soit infoutu de piloter un robot pour qu'il traverse une pièce sans se casser la binette. Et ça, c'est un vrai problème que LeCun adresse en fait en disant je veux créer des robots et je veux créer de l'IA qui apprennent le monde autour de nous. Et il n'y a rien de tel que de créer un operating system pour robots. Autant c'est complètement idiot de faire un robot humanoïde, pourquoi ce form factor qui est finalement pas très efficace, autant c'est malin de faire un operating system pour tous les robots qui enverront leur perception du monde derrière à un cloud qui, lui, va analyser tout ça, apprendre, et qui, un jour, aura appris le monde. D'ailleurs, c'est pas bête, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno, c'est que les bases logicielles, il les a. Il a le cloud, il a commencé à... Il y a quand même beaucoup d'investissements, des dizaines de milliards d'investissements dans la réalité mixte, la réalité augmentée, pour ses casques, pour son métavers. Et c'est pas stupide de se dire, tiens, vers où je peux aller ? Peut-être vers les robots. Moi, c'est clair que quand j'avais entendu parler de Metabot, mais l'idée de créer un OS, moi, je reviens toujours, puis tu l'as mentionné tout à l'heure. Mark Zuckerberg vit un deuil depuis longtemps et c'est celui d'avoir raté la possibilité de devenir un OS pour le téléphone mobile.
Et à partir de là, quand tu regardes toutes les initiatives qu'il a développées dans le passé, souvent, il a voulu être le joueur principal pour créer. Le plus bel exemple, je pense que c'est le métavers où il a investi 10 milliards pour montrer qu'il était capable. Après, il est arrivé avec les lunettes et effectivement, il a remporté un certain succès. Alors, de le voir arriver avec Metabot en disant, nous, on veut développer l'OS, le système d'exploitation qui va être servi sur des robots, je pense que c'est en ligne droite avec on veut être l'incontournable dans ce marché-là. Et sachant que c'est par milliers qu'il y a des fabricants qui sont en train d'essayer de construire autant des humanoïdes que des plus petits robots. D'ailleurs, Apple travaille même sur son bras robotisé. On se dit, ben oui, il y a un marché pour ça. Maintenant, est-ce que c'est eux qui vont remporter ou est-ce que c'est un autre gros joueur qui est en train aussi de développer un OS pour des robots qui va gagner le marché? Là, il reste à voir. Il y a quelque chose qui est amusant aussi, la façon dont il le présente. Alors, il parle de cet OS, évidemment, mais il est assez modeste. Hein. Il dit, oui, ce sera peut-être un bras où il y aura seulement 2 doigts. Enfin, voilà, on n'est pas en train de partir comme dans le métaverse où voilà, je vais changer le monde. S'il suit cette piste-là, à ce moment-là, il a intérêt à faire ce qu'il avait fait en partie sur l'IA avec Llama. Il a intérêt à mettre en open source une partie, en tout cas, de son OS, pour le faire tester par tout un tas de bricoleurs ou de fanatiques de la mécanique de précision, des actuateurs, etc., qui vont construire des petites araignées, mais qui ne vont pas arriver à leur faire des sauts périlleux. Parce que s'il veut attaquer le monde industriel directement, je ne suis pas certain que Tesla va se précipiter dans ses bras. Et je serais très intéressé de savoir ce qu'Unitree et les autres Chinois qui sont très, très avancés dans la fabrication de ces matériels pensent de l'initiative. Est-ce qu'ils envisagent un jour de se mettre sous pavillon Metabot? Je ne suis pas certain. En revanche, la piste open source est à mon avis intéressante pour lui. Ouais. En tout cas, on va suivre ça et on va rester dans l'univers du robot justement avec Google qui lance un modèle d'IA, alors dérivé de son Gemini, développé par son entité DeepMind, qui est l'un de ses centres de développement de l'IA. Et c'est pour aider les robots à raisonner ensemble sur des tâches complexes. C'est apprendre à traiter les instructions, à analyser, tu le disais Philippe, l'environnement spatial, à affiner sa recherche en utilisant Google Search. Donc c'est vraiment donner des modèles de raisonnement aux robots, c'est ça Jean? Oui, c'est des interactions image-langage. Et donc là, on arrive petit à petit à dire un robot qui perçoit son environnement avec une image peut verbaliser ça. Plusieurs agents vont pouvoir discuter au sein de ce robot, se répondre avec différentes spécialités. C'est hyper intéressant. C'est une recherche intéressante. C'est pas un produit commercial. Philippe? Moi, je me suis demandé jusqu'où il voulait aller, et je me suis souvenu que j'avais découvert un jour, grâce à un de mes enfants, que YouTube est probablement la base de tutos de réparation la plus large du monde. Si on veut aujourd'hui réparer n'importe quoi, le mode d'emploi, c'est plus la peine, de toute façon, personne ne le lit. En revanche, il y a forcément un tuto sur YouTube. Et dans les exemples qui avaient été pris, trier du linge, etc., ces notions de compétences, finalement, YouTube, donc Google dans son ensemble, Alphabet, possède une base de connaissances, alors sous forme de vidéos, mais qui reproduisent de la vision, des mouvements, des gestes, des actions à conduire. Et je pense que, on parlait des skills tout à l'heure dans le cadre de Meta, il y a probablement quelque chose à construire à partir de cette masse de données gigantesque de YouTube que Google est déjà capable de traiter. Donc les robots pourraient apprendre de YouTube pour se former? En tout cas, je pense que selon jusqu'où ils veulent aller, en tout cas si on en croit les exemples qui ont été donnés pour indiquer les directions de recherche, il y a un champ des possibles très large qui est déjà documenté sous une forme qui n'est pas intelligible pour nous, mais qui, à mon avis, peut être traduite par Google. Moi, je vois toujours cette courbe qui a été donnée par Jensen Huang dans ses présentations. Il parlait de l'IA traditionnelle. La prochaine vague, c'était l'IA générative, donc on est en plein dedans. La prochaine qui arrive, des entreprises commencent à peine à s'y mettre, c'est l'IA agentique. Et il terminait par l'IA robotique. C'était ça, son l'IA autonome, l'IA robotique. Donc on voit qu'il a aussi cette vision. Bruno, toi, sur ce donc, c'est Google qui lance ce modèle d'IA pour ses robots?
Ouais, ben, j'avoue que c'est bien tombé et c'était presque une opération de relations publiques parce que de voir qu'il y a un bel avenir pour le web, parce que les robots de Google, en tout cas, ou le système entraîné de Google va utiliser le web, ça tombe bien parce que je vous rappellerai qu'il y a quelques semaines, on accusait Google de siphonner le web et de violer les créateurs de contenu sur le web pour nourrir son Gemini, puis que finalement, les gens n'allaient plus voir les sites web, ils passaient directement par Gemini et puis ça s'arrêtait là. Alors, c'est un peu comme si on veut redonner de l'espoir aux créateurs de contenu sur le web, mais rappelez-vous que parallèlement, ces robots-là, ils apprennent beaucoup du visuel, hein, parce que c'est quoi? C'est Amazon qui a confirmé qu'ils étaient en train de développer des lunettes pour leurs livreurs, pour que ces livreurs-là collectent de la donnée sur la façon de livrer, la façon de se rendre à des portes, la façon de monter dans les escaliers, pour par la suite prendre ces données-là, puis l'apprendre aux futurs robots livreurs qui prendront leur place à un moment donné. Alors, on est dans la phase de l'apprentissage, que ce soit par Google ou que ce soit par Amazon. Ouais, puis c'est ce qu'on avait vu aussi. Alors, je ne sais plus si c'était Figure AI ou c'était chez Amazon aussi, où un robot recopiait ce que faisait l'homme dans la manutention de différents produits alimentaires, etc. Alors, je te voyais réagir. Oui, parce qu'il y a vraiment l'operating system du robot, c'est quelque chose d'essentiel. Il va bien falloir mettre un logiciel. Le robot humanoïde, ça reste quand même... Il y a un prof du MIT qui regardait ça, Rodney Brooks, qui expliquait, c'est vraiment la forme la plus idiote qu'on puisse imaginer pour un robot. Et pourquoi on leur met 2 bras ? On n'est quand même pas très pratique avec 2 bras. Moi, chaque fois, j'ai mon sac en main, un café, et je ne peux plus rien prendre. J'aimerais bien en avoir 6. Pourquoi on n'en met que 2 ? Rodney Brooks, c'est lui qui est très sceptique. Il pense qu'il y a une bulle des robots humanoïdes. Hein. Absolument. Et qui dit que ça, franchement, on va converger vers autre chose. On va converger d'ailleurs. Quand on voit une usine, il n'y a plus un seul humain dans une usine moderne. Il n'y a que des robots et il n'y en a pas un seul qui ressemble à un humain. Donc, je comprends que pour aller, ouvrir une porte au milieu d'un feu, il faut faire comme un humain, donc c'est pratique d'avoir une main. Mais en réalité, ces robots humanoïdes n'ont pas beaucoup de sens. Maintenant, le côté software, c'est extrêmement important et je pense que les robots humanoïdes ont leur importance pour apprendre le monde. Donc, tous ces modèles de robots qui permettent de comprendre les interactions et d'agir en fonction des interactions, c'est-à-dire être capable d'articuler du langage, de l'image et puis des senseurs plus sophistiqués ensuite, ça va simplement permettre à ces robots d'apprendre le monde. Je pense qu'en revanche, ça va leur permettre de se balader. Ils ne seront pas plus malins. Hein. C'est pas la complexité ne génère pas l'intelligence. Philippe, ta réaction sur ces robots ? Moi, j'avais juste une petite réserve ou une petite interrogation sur une autre dimension du projet tel qu'il est annoncé, et notamment le fait que les robots cherchent sur le web avant d'agir. Oui. Quand on sait qu'aujourd'hui, plus de la moitié du contenu produit sur le web au sens large est produit par des bots, on peut imaginer une série de faux tutos sur YouTube t'expliquant comment démonter ou remonter une machine à laver. Et en fait, tu vois, je pense qu'il va y avoir... les hackers doivent déjà commencer à réfléchir à la manière de pouvoir injecter de manière totalement candide du contenu bizarre pour faire apprendre aux robots des trucs complètement bizarres eux aussi. Ouais, ce qu'on commence à voir. Tu y crois d'ailleurs, Bruno, là, cet article, c'est TechCrunch qui l'a sorti, d'un Rodney Brooks, qui pense qu'il y a une bulle autour de ces robots humanoïdes ? C'est sûr qu'il y a quand on parle aux gens qui travaillent dans l'industrie du robot, mis à part évidemment ceux qui font la promotion des robots humanoïdes, tout le monde est d'accord pour dire que le robot le moins utile et le moins pratique, c'est le robot qui ressemble le plus à l'homme. Parce qu'un robot qui a 1 bras ou qui a 3 bras peut faire plus qu'un robot qui a 2 bras et 2 jambes, là, parce qu'il doit reprendre les mouvements que l'humain fait. Donc, ce n'est pas la meilleure infrastructure. Et donc, effectivement, quand là, ce qu'on est en train de voir, évidemment, il y a un intérêt parce qu'on veut essayer. Puis quand je parlais avec un psychologue industriel il n'y a pas tellement longtemps qui disait c'est la meilleure façon de faire accepter ces robots-là par le public, par les humains, c'est qu'ils nous ressemblent un peu. Mais vous allez remarquer que la plupart des robots qui fonctionnent n'ont pas vraiment de visage. Ils ont une
silhouette qui est humaine, mais ils n'ont pas de visage, parce que là, ça ferait peur aux gens, à part dans certaines séries télé là, américaines. Mais donc, on se retrouve, oui, dans un domaine où on a ça pour faire accepter, mais de l'autre côté, ce qui fonctionne, c'est pas ce qui ressemble à un humain. Oui, je pense qu'il y a quand même cet aspect culturel. Je pense que dans certains pays asiatiques l'accepteront plus facilement que nous-mêmes sur ces robots humanoïdes. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Merci de nous avoir rejoints depuis Montréal. Jean Schmitt, président de Jeux Capital. Merci Jean d'avoir été avec nous et puis de nous avoir fait découvrir donc ce chercheur suisse qu'on recevra certainement. On va en parler avec François Sorel. Et puis Philippe Devos, fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo, ancien directeur général de l'EPITA. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Allez, on marque une courte pause. On va se retrouver. La Brinks, vous connaissez évidemment ces camions, transfert de fonds. Eh bien, c'est aussi une belle entreprise technologique. On va découvrir ça ensemble. Et puis ensuite, on ira parler de l'HSM. Alors, on est vraiment dans la cryptographie, dans la sécurité. Vous dites, oh là, c'est assez complexe. Non, pourtant, vous l'utilisez tous les jours. On va découvrir ça avec l'un des patrons d'Idemia. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Le Tech Flash, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité tech avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Et à la une, un rachat record dans le secteur des jeux vidéo. Il s'agit d'Electronic Arts, l'un des plus grands éditeurs au monde, à l'origine de FIFA, les Sims ou encore Battlefield. Il va être racheté pour 55 milliards de dollars par 3 investisseurs. Le fonds américain Silver Lake, le fonds souverain saoudien et Affinity Partners, l'entreprise pilotée par le gendre de Donald Trump. Au Royaume-Uni, le gouvernement vient en aide au groupe Jaguar après une cyberattaque d'une ampleur inédite avec une garantie de prêt allant jusqu'à 1,7 milliard d'euros. Le constructeur a dû suspendre sa production jusqu'à nouvel ordre en raison de cette attaque, ce qui coûte très cher. Le bilan s'élève à 10 millions d'euros de pertes par jour. Et puis également dans l'actualité, DJI qui a perdu son procès contre le Pentagone. Et oui, le géant chinois des drones souhaitait être retiré de la liste noire aux États-Unis, liste qui regroupe les entreprises liées à l'armée chinoise et qui les prive de l'accès à certains contrats dans le pays. Mais un juge fédéral a tranché et a rejeté les arguments de DJI. L'entreprise est donc toujours menacée par un projet de loi prévoyant l'interdiction de ses ventes sur le sol américain. Et puis il y a du mouvement chez AWS. Stéphane Israël, l'ancien patron d'Arianespace, va prendre la tête de la filiale européenne du groupe. Amazon avait dévoilé en juin dernier une série de mesures pour tenter de rassurer les entreprises du vieux continent, avec notamment la création de cette filiale basée en Allemagne. Stéphane Israël va donc diriger cette nouvelle entité dont l'offre sera lancée d'ici la fin de l'année. Et puis avis aux utilisateurs de Snapchat, l'application va commencer à vous faire payer pour stocker vos souvenirs. Si vous avez plus de 5 gigas de photos et vidéos sur la plateforme, vous allez devoir débourser près de 2 € par mois pour les garder. Ces forfaits serviront, selon l'entreprise, à financer l'amélioration de la fonctionnalité souvenir pour tous ceux qui l'utilisent. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour une nouvelle émission de Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. Et cette semaine, Mélinda Davansoulas célèbre la sortie d'un jeu très attendu, c'est Ghost of Utah. Et pour en parler, à l'occasion, c'est Nate Fox, le directeur créatif du jeu. On écoute un extrait. Comment percevez-vous la façon dont le studio a changé, la façon dont il a évolué au fil du temps ? Parce que c'est très différent de Sly à Yotei, différents types de jeux. Eh bien, pour Sly Raccoon, le premier jeu, il n'y avait que 15 personnes dans le studio. C'était une très petite communauté de personnes qui faisaient beaucoup de travaux différents. Et maintenant, avec Ghost of Yotei, nous sommes environ 180 personnes. Les gens ont donc des emplois beaucoup plus spécifiques, chacun avec un expert très dévoué dans son domaine. Et c'est un changement dans votre expérience de création de jeux de vidéo. Je ne pourrais pas être plus heureux du résultat de Ghost of Yotei. C'est absolument le meilleur jeu que nous ayons jamais fait. Mais c'est une expérience différente de faire un jeu vidéo lorsque vous avez une focalisation plus étroite en tant qu'artiste. Combien de personnes travaillent chez Sucker Punch maintenant ? Environ 170 à 180.
Voilà, multijoueur à découvrir évidemment sur Tech & Co et bien sûr avec toutes les autres émissions, les replays, les podcasts de toutes nos émissions Tech avec Melinda Davarcelas pour cette partie sur les jeux vidéo. Allez, tout de suite, on va parler, Brinks, ça vous dit quelque chose, ces camions de transfert de fonds? Eh bien, il y a beaucoup de technologie aussi dans cette entreprise, on va découvrir ça tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Brice Guillochon, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Vous êtes directeur général de Brinks France, leader mondial depuis 166 ans, présent dans plus de 100 pays. Alors, on vous connaît évidemment à travers ce que je viens de dire, ces camions transfert de fonds, mais il y a beaucoup de technologies. Alors, sans doute derrière les camions, mais aussi dans l'entreprise, allez nous en parler. Alors déjà, première chose, vous êtes vraiment spécialisé dans la gestion de cet argent liquide, c'est cela? C'est ça. Donc l'expertise de l'entreprise, c'est historiquement toute la gestion de la chaîne fiduciaire. Et bien sûr, là, on entre dans cette nouvelle ère technologique, dans une ère digitalisée de la chaîne fiduciaire. Et donc Brinks s'inscrit très clairement aujourd'hui comme le leader des cash tech. Pour nous, dans les fintech, il y a les banques en ligne, les paytech, dont nous faisons aussi également partie, et les cash tech, qui sont les sociétés qui visent à automatiser tout le processus de gestion du cash. Ça fait combien de temps que vous travaillez? Parce qu'on s'imagine bien, il y a la transformation numérique de beaucoup de métiers, mais que, on voit bien quand même, j'ai quand même été surpris, l'argent liquide, c'est encore la première monnaie la plus utilisée. Alors c'est le deuxième moyen de paiement utilisé en France et en Europe. Oui. Ça représente 43% des transactions. Et en montant, ça représente à peu près 30%, toujours en France. Donc, ça n'est plus le premier. Oui. Je pense que c'est ça, évidemment, qui reste dans l'esprit des gens. Et c'est ça qui a fait réfléchir, j'imagine, Brinks, pour se dire, on va pas comme ça accompagner la fin de la monnaie fiduciaire papier. Non, il faut qu'on cherche un autre moyen. Évidemment, le digital est là. Et c'est de là qu'est né votre... Alors, c'est une plateforme, c'est ça au départ. Racontez-nous un peu comment tout ça a été créé. La naissance de l'initiative, c'est autour de ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire les Digital Retail Solutions, qui sont des équipements qui permettent soit de régler sur la partie front office, c'est-à-dire en caisse, soit d'assurer le traitement en back office des caisses, à proprement parler. Et puis on a poussé le curseur bien plus avant en développant effectivement une plateforme totalement intégrée end-to-end qui permet d'automatiser tous les processus, c'est-à-dire toutes les étapes de la chaîne de la vie du cash ou du parcours d'un billet en magasin, pour être... Parce que c'est ça, vous êtes très en amont. On a toujours l'impression que vous êtes juste à la sortie du magasin à récupérer l'argent, c'était ça. Mais maintenant, vous êtes remonté dans la chaîne de valeur. Exactement. On monte dans la chaîne de valeur. En fait, le gâteau se réduit et nous diversifions au sein du gâteau. Ça nous permet de croître. Si on prend l'exemple d'un magasin, des grandes enseignes de distribution, qui génère à la fois des transactions en carte bancaire, bien entendu, mais aussi en argent liquide. Alors, comment ça se passe? Comment le process numérique s'introduit là dans ce... Je pense que le plus simple pour le comprendre, c'est de se remettre en tête le mode de gestion passé, en fait. Oui. Le mode de gestion passé, c'était le commerçant appelle Brinks, commande des fonds, prépare ses fonds de caisse, bien sûr, traite les transactions en ligne de caisse pendant toute la journée. Un agent de sécurité passe quand la caisse est pleine pour essayer de la vider un petit peu, emmène dans l'arrière-boutique, dépose dans un coffre. Et puis, à la fin de la journée, l'hôte de caisse prend le bac de la caisse et puis, pareil, va jusque dans l'arrière-boutique. Et puis, après... Il y avait les fameux, il faut faire la caisse, c'est-à-dire compter la caisse, à proprement parler. Ce qui implique bien sûr une étape de réconciliation comptable entre la ligne de caisse et les montants qui se retrouvent en arrière-boutique, avec bien sûr naturellement des erreurs, des écarts. C'est le système habituel. Et puis ensuite, après, le coffre se remplit dans l'arrière-boutique et les camions de Brinks passe une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour venir récupérer l'argent, recompter l'argent, d'accord, et ensuite l'apporter à la banque pour déposer sur le compte qui elle-même va recompter aussi. Voilà, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est d'automatiser toute cette chaîne. L'intégralité, et de proposer aux retailers, je reste sur l'exemple du retail parce qu'il est facile, de proposer aux retailers l'externalisation complète de cette chaîne. Donc là, aujourd'hui, une fois que l'argent est dans la caisse,
même avant, physique et même dans avant, la en fait, avec les solutions front office. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on glisse les billets. Exactement, on glisse le billet. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que la donnée est capturée. D'accord. Et à partir donc le rendu monnaie se fait automatiquement. D'accord. Ça veut dire aussi pour les retailers plus de formation à la manipulation du cash en caisse. Enfin, il y a beaucoup d'étapes et de contraintes qui sont évacuées. Et une fois qu'on a cette donnée, bien sûr, l'argent est compté, de fait, immédiatement. Plus de problème de réconciliation comptable. Et on peut s'interfacer à travers notre plateforme avec la banque. D'accord. Et donc envoyer tout de suite l'information à la banque il y a X montant d'euros dans le coffre, vous pouvez créditer le compte du retailer. D'accord, donc l'argent physique existe toujours, bien entendu. L'argent physique existe. Mais on a un capteur qui permet de savoir exactement combien on a en caisse. J'ai été assez surpris parce que cette plateforme de process que je vous ai baptisé Brings Process Outsourcing, c'est déjà plusieurs dizaines de milliards de transactions d'euros. Alors oui, c'est déjà, je crois qu'on gère aujourd'hui 210 millions de transactions pour 39 milliards en montant. Et, voilà. alors ça, on parlait du retailer, ça peut être la même chose, j'imagine, pour les distributeurs de billets. C'est exactement ça. En fait, on a initié le développement de cette plateforme à travers un contrat emblématique qu'on a signé avec une grande banque française, dont je ne vais pas donner le nom ce soir, mais qui nous a confié l'externalisation totale de son parc de distributeurs de billets. Ce qui nous a forcé à une transformation vers le monde de la data et donc en fait de l'infogérance, puisque là, on traite l'intégralité de toutes les transactions qui sont opérées sur les distributeurs de billets et on s'interface avec le système d'information de la banque pour renvoyer les transactions. Donc c'est ça. Donc, Brice Guillochon, donc directeur général de Brinks, là aujourd'hui, quand tout à l'heure vous êtes arrivé, vous avez dit on est une cash tech. Voilà, c'était un mot dont on entend fintech, assurtech, legal tech, tout ce qu'on veut. Cash tech, on l'entend un peu moins. Mais c'est donc l'automatisation du traitement des espèces, c'est la sécurisation des flux, l'optimisation de la trésorerie, la digitalisation des processus. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller un peu plus loin? Peut-être vous êtes sans doute associé à des fintechs, à des... Alors on est en train, c'est une excellente question, on est en train de l'étudier, bien sûr, notamment en ligne de caisse, puisque pour nous, on n'est pas dans un monde où on oppose, si vous voulez, le cash et les nouveaux moyens de paiement. Clairement, ce qu'on veut, c'est réussir à les combiner. Oui, il y aura de toute façon toujours du cash. Il y aura peut-être en diminuant, mais il y en aura, enfin, avant que ça disparaisse, je pense que, vu le contexte géopolitique actuel, les priorités en matière de résilience et de souveraineté des paiements ont un peu shifté et le cash a définitivement toute sa place encore pour de nombreuses années. Donc effectivement, il faudra qu'on construise les passerelles, en fait, pour revenir sur votre premier point, avec les autres moyens de paiement. En fait, ils sont complémentaires, même d'un point de vue sociétal. Chacun doit pouvoir rester libre de choisir son moyen de paiement. Et donc, nous, il va falloir qu'on permette, si vous voulez, au moment du passage en caisse, si je prends un exemple et que je vais jusqu'au bout, par exemple, un rendu monnaie sur un wallet. D'accord. Donc on va aller très loin. Ça veut dire que vous avez été chez Brinks obligé de revoir complètement votre système d'information, parce que là, de transporteur, on va dire, de manutentionnaire d'argent liquide, aujourd'hui, vous êtes le manutentionnaire numérique, mais enfin, vous êtes, comme je disais toujours, la sécurisation des flux, optimisation de la trésorerie, enfin, vous êtes comptable de tout cela, là, aujourd'hui. Exactement. Donc, on conserve, bien sûr, les contraintes du métier historique, bien entendu, et on reste sur les mêmes systèmes d'information pour l'instant pour les gérer. Par contre, on a développé, un peu comme une start-up, from scratch, complètement cette nouvelle plateforme qui s'appuie sur un système de workflow qu'on a intégré et au sein duquel, avec l'aide de l'intelligence artificielle, on a pu rentrer les termes des contrats avec nos clients et puis on capture dans les systèmes d'information historique les différents événements, c'est-à-dire un événement de maintenance ou le fait d'aller chercher l'argent simplement. On procède avec des algorithmes un peu compliqués à du cash forecasting aussi pour savoir quand on doit retourner, soit rapporter de l'argent, soit prélever de l'argent dans justement les solutions que vous avez vues à l'écran. La partie supply chain. Ou les distributeurs de billets. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous parler de tout ça. Brice Guillochon, directeur général de Brings France. Voilà, on vous connaissait vraiment très franchement. Je connaissais évidemment la partie visible, mais je ne connaissais pas toute cette partie numérique et cette ambiance cash-tech aujourd'hui dans laquelle, enfin, ce marché de la cash-tech dans lequel s'est lancé Brings France. Et merci d'être venu nous en parler ici même sur ce plateau. On poursuit Tech & Co. Tout de suite, on part avec nos amis de Tech & Co, justement. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Voilà, techandco.com avec la rédaction de Tech & Co. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Kesso Diallo, ce soir tu vas nous parler de YouTube Music qui commence à tester un mode animateur radio généré par IA. Alors ça, oui, on attend de voir. Nouveauté. Nous, on en est privé malheureusement, mais c'est une nouveauté que quelques personnes peuvent tester aux États-Unis. C'est un mode animateur qui est disponible depuis quelques jours sur YouTube Music. Et en fait, l'objectif avec ce mode, c'est d'enrichir l'expérience d'écoute des utilisateurs avec l'IA. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, on a des hôtes musicaux intelligents, comme YouTube les appelle, qui vont commenter leur playlist musicale. Ils interviendront en fait entre deux morceaux pour faire des commentaires amusants sur la musique préférée de l'utilisateur ou ses goûts musicaux. Et ils pourront même partager des anecdotes de fans. Donc c'est assez impressionnant. Et ça, en fait, ils le feront lorsque l'utilisateur écoutera des mix. En fait, ce sont des playlists générées selon les titres enregistrés, ou lorsqu'il écoute de la musique via les stations de radio personnalisées. Mais ça, en fait, cette option, ça veut aussi dire que ces hôtes, en fait, ils vont scruter ce que l'utilisateur écoute. Et donc, ils nous écoutent et puis ils essaient de mettre un peu d'animation dans notre écoute ou dans ce qu'on regarde sur YouTube. Mais pourquoi YouTube a lancé ce nouveau service ? Alors, c'est une bonne raison, en fait. Ce mode animateur, c'est la première fonction de Labs qui est présentée comme une nouvelle initiative dédiée à l'exploration du potentiel de l'IA sur YouTube. En fait, c'est un nouveau programme qui permet de tester des nouvelles fonctions d'IA en avant-première. Après, évidemment, qui dit IA, dit hallucination. Les IA, on le sait tous, elles peuvent se tromper et YouTube en a conscience. La plateforme, elle le précise d'ailleurs avec ses hôtes musicaux, en indiquant que leurs commentaires peuvent contenir des erreurs. Donc, évidemment, lorsqu'ils parlent, il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent. Voilà, donc on verra un peu cet animateur musical. On ne parle pas encore de DJ. Hein. Non, pas encore. L'animateur musical. Merci, Kesso Diallo, journaliste, la rédaction de Tech & Co. Voilà tous ces articles et beaucoup d'autres à découvrir sur le site Tech & Co. Et puis, bien entendu, sur le site BFM Business, les replays, les podcasts de tout cela. Allez, on va continuer à parler sécurité. On va descendre un peu plus dans la tech avec notre invité suivant. On parle de la société Idemia. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Notre invité ce soir, Philippe Oliva, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Idemia Secure Transactions. Alors Idemia, pour les plus anciens, c'était un rapprochement entre Overture Technologies et puis la filiale de Safran Morpho. Voilà, on était déjà avant Covid, on était en 2017-2018 par là. Oui, bien avant Covid. Et alors aujourd'hui, juste un mot sur Idemia, dites-nous là où vous intervenez. Alors évidemment, le B2B vous connaît, mais ceux qui nous écoutent, sans doute qu'ils vous utilisent vos technologies au quotidien, mais sans savoir exactement qu'ils vous utilisent. Mais c'est un petit peu le paradoxe, parce que Idemia Secure Transaction aujourd'hui, nos technologies sont utilisées par un quart de la population de la planète. Oui. Sur majoritairement 4 grands secteurs d'activité, le monde des paiements, sur lequel on a une empreinte qui est très forte et qui est historique, le monde des opérateurs télécoms, qui a fait partie également au travers de la fourniture de cartes SIM par exemple. Un segment qu'on a ouvert récemment et sur lequel on a eu énormément de succès, c'est le marché de l'automobile, sur tout ce qui est relatif à la connexion des véhicules et à la sécurisation du car access. Et puis l'Internet des objets maintenant qui nécessite également des clés d'encryption qui permettent de bien sécuriser en tout cas toute cette connectivité. C'est-à-dire, si je reprends la partie voiture intelligente, quand on connecte son smartphone, quand on a le code, là il y a de l'Idemia derrière qui vient valider qu'on est bien qui on doit être. Alors il y a Idemia qui vient positionner sur chacun des identifiants numériques une petite clé, des petites clés de cryptographie qui sont au cœur du savoir-faire et de l'ingénierie d'Idemia. Sur le code PIN aussi sur notre carte bancaire, non ? Exactement. C'est véritablement les mêmes typologies et architectures qu'on utilise, à savoir dans le monde bancaire, dans le monde des opérateurs telco, dans l'automobile et dans le segment d'Internet des objets. On a ces petites clés qu'on appelle des tokens qui sont affectées et qui permettent d'assurer la reconnaissance
que ce soit bien vous, Frédéric, qui opérez la transaction, mais également la capacité à décrypter, réencrypter une transaction pour s'assurer qu'elle aille bien au bout. Et alors ce soir avec vous, on va parler de Hardware Security Module. Alors, j'en ai parlé à Jean Schmitt, qui était notre débriefeur tout à l'heure, mais il dit ah oui, on descend bien dans la tech là ce soir avec Tech & Co. Donc un HSM, un Hardware Software Module, c'est une sorte de coffre-fort numérique qui protège donc les données, les transactions, les identités. On le disait, derrière chaque paiement, des cartes SIM. Et alors pourquoi parler un peu plus de ce HSM aujourd'hui ? En fait, vous l'avez partiellement couvert à de multiples reprises dans Tech & Co. C'est qu'on voit de plus en plus de solutions qui migrent du monde du physique vers le monde du digital. On l'a vu sur les digital wallets dans le monde des paiements, on l'a observé dans le monde effectivement des véhicules connectés, on le voit sur l'Internet des objets. Et en fait, ce qu'on a voulu faire dans le cadre de IDEMIA Sphere, qui est globalement... Ça, c'est la nouvelle offre. C'est la nouvelle offre de cybersécurité que l'on va porter pour une raison assez évidente, c'est qu'on a opéré pendant des décennies à effectuer toutes ces clés de chiffrement avec toute cette intelligence de cryptographie. Et on s'est dit, maintenant, regardons pour aller sur la chaîne end-to-end, c'est-à-dire s'assurer que non seulement on est capacité à créer, à crypter et décrypter ces clés, mais qu'on puisse également les opérer et les stocker. D'accord. Et on amène... être présent sur l'ensemble. Là, vous n'êtes présent. Aujourd'hui, vous n'étiez présent que sur cette partie chiffrement au moment sur la carte SIM ou au niveau de la voiture dont on parlait il y a un instant. Là, aujourd'hui, c'est se dire, on va être l'orchestrateur de toute la transaction. Exactement. De tout l'échange. Exactement. Et avec cette volonté d'assurer pour le compte de nos clients cette capacité à avoir une architecture qui est très spécifique, parce qu'il y a une révolution technologique derrière cette annonce aujourd'hui et ce HSM, c'est que pour la première fois, on construit un HSM qui n'a pas de processeur. Alors, je suis navré de rentrer un peu plus profondément dans la technologie, mais bien comprendre, il n'a pas de processeur, et ce qui fait qu'il a des particularités, c'est que, il consomme 2 fois moins d'énergie que les HSM actifs sur le marché. 2, il n'a pas de batterie, ce qui veut dire qu'il a une capacité native de stockage à froid de ses clés d'encryption. Donc c'est une vraie couche logicielle qui vient... Voilà, c'est une vraie couche physique, c'est-à-dire qu'on a pris les chipsets que l'on invente chez IDEMIA, on les a matricés sur une carte mère, et avec cette particularité de pouvoir en parallèle, au travers de cette matrice, stocker ces clés d'encryption, mais les stocker d'une façon qui est très différente des architectures existantes. Et alors, pour bien comprendre, l'ancien système, c'était quoi alors? Vous étiez à chacune des extrémités, voilà, pour décrypter, etc. Et qui est-ce qui s'occupait de cette partie-là? Mais aujourd'hui, il y a des grands acteurs qui sont actifs sur le marché. C'est un marché qui est assez concentré. Thales, Atos, Utimaco, qui ont des architectures HSM, mais qui vont plus s'occuper de la problématique de l'encryption des systèmes d'information. Nous, notre métier et la particularité, c'est qu'on va venir véritablement se focaliser exclusivement sur la maîtrise de ces clés d'encryption et de ces clés de stockage. Et avec cette particularité qui fait également ce qu'est IDEMIA, c'est aussi commencer à préparer nos clients à se mettre en conformité avec l'avènement des encryptions post-quantiques, dont vous savez que les régulateurs commencent à émettre des dates 2030-2035. Oui, ça arrive assez vite. Oui, donc voilà, et il y a certains cas d'utilisation, on parlait de l'automobile précédemment, on a des clients qui effectivement nous contactent en disant mais moi j'ai quand même un problème assez pratique, c'est que les véhicules que je produis aujourd'hui, la probabilité qu'ils soient encore sur la route en 2035 est très forte. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner dans la protection en tout cas de ces activités-là? Là on parle de constructeurs automobiles. Oui, tout à fait. D'accord. Et cette particularité, c'est que dans la partie qu'on a appelée IDEMIA Sphere, on va retrouver 3 grands volets à ce stade. Un volet qui est des crypto-librairies qu'on a annoncé, qu'on a mis à disposition de l'écosystème pour que chacun commence à pré-adopter en tout cas ces encryptions-là. L'annonce effectivement d'aujourd'hui sur la partie de ces HSM qui permettent de sécuriser d'un point de vue hardware et d'un point de vue software ces clés. Et le 3e volet, c'est la crypto agility. C'est-à-dire qu'on a fait une première mondiale l'année dernière qu'on a annoncée au Mobile World Congress, dans lequel on a montré qu'on savait changer l'encryption d'un élément de sécurité over the air, c'est-à-dire par un moteur de provisioning. Pourquoi est-ce que c'est stratégique? C'est parce que quand on prend un exemple comme les smart meters ou n'importe quelle flotte largement déployée avec ses connectivités, s'il y a un problème de cybersécurité, il faut qu'on puisse changer ces encryptions sans changer le device technique. Donc vous voyez dans quelle zone et dans quelle sphère aujourd'hui on se projette. Stratégiquement, on est un acteur fondamental dans le monde des paiements et de la connectivité. On se déploie maintenant avec une volonté de devenir un acteur très important de la cybersécurité, appliqué en tout cas à ces cas d'utilisation. Avec, en fait, ce que vous créez, c'est une sorte d'OS
de tout cet ensemble, de toute cette chaîne. Oui, en fait, on est parti sur notre savoir-faire de cryptographie. On a associé le meilleur des deux mondes, le monde physique, où on est extrêmement connu, 24% du marché mondial de la carte bancaire. Et on l'a décliné dans des plateformes qui sont des plateformes d'orchestration et qui permettent effectivement sur des tokens bancaires. Aujourd'hui, on a 450 millions de tokens bancaires qui sont sur nos plateformes. On est en très forte croissance sur la transformation eSIM, qui est liée aussi aux annonces d'Apple sur maintenant où il n'y a plus de... on l'a vu, ça y est. Très concrètement, il y a beaucoup de... Enfin, aux États-Unis déjà c'est le cas, mais ça va l'être sur un maximum de marchés à travers le monde. Plus de cartes SIM physiques dans les smartphones, mais voilà, une eSIM. Voilà, cette ici, mais on est un de ces acteurs-là et on a utilisé en fait ces moteurs d'orchestration pour dire amenons une couche supplémentaire de sécurisation et notamment autour de la crypto-agility, autour des HSM, autour des crypto-librairies pour montrer tout le savoir-faire étendu de IDEMIA Secure Transaction. Dans tout le descriptif là, de cette annonce, je voyais que vous incitiez beaucoup aussi sur le côté souveraineté. Alors, je crois qu'il y a des exigences réglementaires, qu'il faut un traitement local, etc. Mais voilà, il y a des exigences aussi de souveraineté, tout simplement technologique. L'Europe, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans nos émissions. Donc, chez vous, c'est un argument clé. C'est un argument qui est fondamental pour nous parce que, d'une part, on a un acteur, on a communiqué assez largement sur notre vision de la European Value Chain par rapport au monde des semi-conducteurs. On a fait l'inauguration d'une nouvelle usine en France avec 25 millions d'euros d'investissement il y a 2 ans de cela, qui fonctionne très bien, qui est très chargée, qui est très performante, et qu'effectivement, au travers de ce HSM, ce qu'on veut démontrer, c'est que ces HSM peuvent s'appliquer au cloud souverain, par exemple. Ils peuvent s'appliquer à la souveraineté et en fonction de ce que les États souhaiteront avoir d'un point de vue de leur normalisation, régulation et la partie compliance. Donc on a construit cette architecture pour s'assurer qu'on sache répondre à l'ensemble de ces contraintes. Oui, elle est souveraine parce que bien évidemment, c'est toute l'ingénierie et tout le savoir-faire d'IDEMIA. C'est 750 ingénieurs de recherche qui travaillent sur ces sujets-là en France. Donc on a cette capacité... design est conçu en France. Maintenant, on a prêté une attention particulière au fait de pouvoir dire on doit être capable de s'adapter à l'expression de la souveraineté en fonction des géographies sur lesquelles on opère. Le but de faire ça, c'est justement de ne pas se faire disrupter par d'autres technologies. Parce qu'à la limite, si vous restiez que sur les 2 extrémités, sans maîtriser le milieu, enfin, on voit un petit peu la stratégie derrière ça. Mais on a un monde qui bouge vite et ce monde bougeant très vite fait qu'on a vraiment capitalisé sur, une fois de plus, ce qui fait le cœur de la compétence, qui est la cryptographie d'IDEMIA, et on l'a exprimé également dans un monde digital. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, quand je vous dis 450 millions de tokens bancaires, c'est très conséquent par rapport à la masse du marché. C'est-à-dire que chaque fois que vous utilisez en France, par exemple, une transaction sur un digital wallet, la probabilité que ce soit un token IDEMIA est supérieure à 90%. Donc tout savoir-faire, maintenant, on le déploie, on continue à capitaliser sur ces sujets-là, mais effectivement, la nécessité pour nous... Alors, c'est pas qu'on était en mode défensif par rapport à la disruption, c'est qu'on s'est plutôt considéré comme étant en co-innovation avec certains partenaires stratégiques, majoritairement nos clients, que ce soit la banque, que ce soit les nouvelles plateformes digitales, les digital wallets qui sont également très fortement en avant sur ces sujets. Et donc on a embrassé ces challenges-là et fort de... La beauté du groupe que j'ai le plaisir de diriger, c'est qu'on a des équipes qui sont en France et qui sont extrêmement performantes dans l'innovation. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Philippe Oliva, président d'IDEMIA Secure Transaction. Voilà, j'espère qu'on vous a fait découvrir cette technologie HSM dont, quand on est en univers de la cyber, on connaît un peu, mais c'était l'occasion d'en parler et de savoir que maintenant, dans votre voiture, dans vos paiements, dans votre smartphone, il y a un peu de technologie souveraine, en tout cas, puisque c'est l'un des thèmes forts en ce moment. Merci Philippe Oliva d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, excellente soirée sur BFM Business. Et puis, bien entendu, ne nous manquez pas, podcast, replay et puis tous les articles sur le site BFM Business et avec la rédaction de Tech & Co. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.